Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons faire un point aujourd'hui sur les 4 séries en cours en demi-finale de conférence, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. On va parler des matchs de la nuit dernière entre Boston et Cleveland et OKC Dallas. Et sans tarder, c'est Charlie que j'accueille immédiatement. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. Alors Charlie, on va également parler bien évidemment des 2 autres séries en cours, les Knicks contre les Pacers et les Nuggets contre les Wolves. On terminera le podcast là-dessus. Ces 2 matchs, ces deux séries vont jouer le match 3 cette nuit. On enregistre vendredi, donc dans la nuit de vendredi à samedi. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure. Mais j'aimerais, pour commencer ce podcast, Charlie, revenir sur la série entre Boston et Cleveland. Pour commencer, Boston qui a entamé ses playoffs avec le statut d'immense favori à l'Est. La nuit dernière, les hommes de Joe Mazzulla se sont inclinés pour la 2e fois dans ces playoffs, encore une fois à domicile, cette fois contre Cleveland, qui jouait pourtant sans Jarrett Allen, leur pivot titulaire. Alors, question que je me suis posée, c'est, comme pour Miami, est-ce que Boston est trop facile au point de perdre tout intérêt dans la rencontre et de laisser échapper un match, et dans quelques jours, ils vont nous plier la série en 5 matchs? Peut-être. Mais, mon cher Charles, j'ai l'impression que l'absence de Porzingis, qui est blessé au mollet, une blessure qui avait l'air quand même assez sérieuse, et qui, du moins, c'est typiquement le genre de blessure que tu peux traîner tout le long des playoffs. On t'est jamais vraiment remis en vrai. Oui. Je trouve que son absence laisse apparaître des failles dans le jeu de Boston, notamment dans la défense au cercle, et le match d'hier soir face à Cleveland en est la parfaite illustration. Il y a également cette dépendance dangereuse, à mon goût, au niveau de l'adresse de loin. Pour moi, c'est voilà la variance entre on met les tirs, on met pas les tirs, c'est trop. En fait, quand les tirs rentrent pour les Celtics, c'est un rouleau compresseur cette équipe, et quand ça veut pas, t'as l'impression que tout se crispe. Le talent est évident, et dans 3 matchs, voilà, ça sera peut-être oublié, on se dira Boston, franchement, incroyable cette équipe, ils vont marcher sur tout le monde. Personnellement, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils marchent sur cette conférence Est, mais encore une fois, pour les gens qui ont l'habitude d'écouter ce podcast, vous le savez, je continue d'avoir ce sentiment général assez étrange autour de cette équipe. J'ai l'impression qu'il manque un supplément d'âme, ce supplément d'âme nécessaire pour définitivement nous convaincre qu'ils sont capables d'aller au bout. Et Charlie, je n'arrive pas à m'en défaire. Impossible. Bon, alors ouais, on commence par Boston. Écoute, moi je suis comme toi. Moi je trouve que c'est infernal. Sur le match de l'année dernière, c'est insupportable de voir cette espèce de passivité. Enfin, c'est une demi-finale de conférence, t'es à la maison, t'es censé être l'équipe qui domine la conférence de la tête et des épaules, et c'est vraiment trop demander que de montrer ça sur une série entière. Alors, tu l'as dit, contre Miami, à la limite, pourquoi pas? Ils survolent le premier match, ils ont une régulière qui est tellement facile qu'ils s'endorment sur le deuxième match et qui perdent en plus il y a des belles adaptations de Spoelstra et tout. Ok. Ensuite, ils font le boulot, ils font oublier, mais là, ça se reproduit et même si derrière ils déroulent et qu'ils l'emportent 4-1 ou 4-2, bah, ça reste inquiétant parce qu'il y a des équipes, et notamment à l'Ouest, qui montrent depuis le début de ces playoffs qu'elles ont la dalle et qu'il faut rien leur laisser. Là, on a encore vu ce visage apathique de Boston avec un Mazzulla qui, franchement, ne tente rien d'intéressant, qui s'adapte pas, même quand tu l'as dit, Jarrett Allen était absent, Mobley à un moment était gêné par les fautes, tu t'attends à voir de la variation dans l'attaque de Boston, mais non, il y a rien, c'est cette espèce de passivité, ce manque de dureté de Boston dont on parle depuis des mois, qui a été noté par tout le monde, et je trouve ça fou de voir que ça fait jamais tilt dans leur tête, tu vois, entendre Jaylen Brown en conférence de presse dire que leur défense était inacceptable, mais pourquoi t'attends la conférence de presse pour le dire? Pousse un coup de gueule sur un temps mort, il fait partie de ces joueurs qui ont la légitimité de pousser un coup de gueule, qu'ils le fassent. Parce que ouais, là, tu l'as dit, on a l'impression de voir cette équipe de Boston subir les choses. En fait, avec eux, on a l'impression que soit les shoots rentrent, et dans ce cas-là, ils vont gagner le match tranquillement, limite ça va se finir en blowout, soit les shoots ne rentrent pas, et dans ce cas-là, bah c'est tant pis, il y en a pas un qui gueule, il y a rien qui est proposé pour varier de jeu, c'est pas possible d'être aussi apathique sur une demi-finale de conférence à la maison quant à le statut actuel de Boston. C'est pas possible. Oui, il n'y a pas grand-chose qui change, effectivement, comme tu l'as dit. Mazzulla peut les laisser parfois se dépatouiller alors qu'ils sont en train de se taper un run de l'adversaire
assez incroyable. Et non, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas d'ajustement. Alors, je peux comprendre je veux dire, le fait que Mazzulla n'ait pas envie de paniquer, qu'il a envie de laisser ses joueurs trouver eux-mêmes les solutions. Et je me souviens, Phil Jackson, il aimait bien faire ce genre de choses à l'époque, que ce soit avec les Bulls ou avec les Lakers d'ailleurs. C'était une façon aussi de responsabiliser son équipe et de dire aux joueurs, écoutez les gars, vous êtes assez matures, assez expérimentés pour savoir comment vous sortir de cette situation. Mais là, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En tout cas, soit autant Miami, quand ils ont perdu le match, non seulement Boston n'y était pas, mais en plus Miami était sur une espèce de plantage record à 3 points. Oui. Donc on peut toujours dire, voilà, c'est une espèce d'exception, de match exceptionnel qui ne se reproduira de toute façon absolument jamais. Là, côté Cleveland, je sais pas si ça se reproduira jamais. En tout cas, l'absence de Porzingis à l'intérieur, clairement, crée des ouvertures que Cleveland est tout à fait capable d'exploiter. Et Cleveland, si les shoots rentrent à minima, s'ils sont pas maladroits à 3 points et qu'ils continuent à pilonner comme ça à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils peuvent en tout cas, enfin, donner un petit peu à gratter cette équipe venir gratter un peu cette équipe de Boston, quoi. Et on l'a vu hier soir. Il y a une stat que j'ai trouvé complètement fou. Sur les 3 dernières saisons, Charlie, Boston est 14, a un bilan de 14 victoires, 14 défaites à la maison. Ça m'a halluciné cette stat. Ouais, je Et, comprends. et ça montre pour moi quelque chose que, enfin, il y a ce truc en playoff où, je sais pas, que ce soit la saison dernière ou cette saison, tu sens que Boston est capable, mais tu as aussi ce sentiment qu'ils sont capables de se crisper totalement. Il n'y a rien qui se passe. Et tout devient bizarre. T'arrives pas à dire ouvertement, ah putain, ils sont nuls. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a un vrai problème Mais d'attitude. il y a un vrai problème d'attitude. Il y a un truc, ils sont pas tranchants. Il y a un truc qui va pas. Mais honnêtement, quand tu passes d'un match des Knicks à un match des Celtics sur ces playoffs, bah c'est pas le même sport. C'est pas le même sport, je suis désolé. Dans la dureté, dans l'intensité, dans l'implication, c'est pas la même chose. Et on l'a dit, toi et moi, que c'est pas une bonne chose pour Boston de pas avoir un adversaire qui va aller les tester et aller chercher autre chose chez eux. Mais c'est ça en fait, c'est que là, ils sont sur un parcours où ils ont des circonstances qui sont extrêmement favorables. Alors certes, tu l'as dit, ils ont perdu Porzingis, mais ok, mais c'est une hécatombe à l'Est sur ces playoffs. Toutes les équipes dont on se disait qu'elles pourraient éventuellement être le poil à gratter de cette conférence, elles ont eu des soucis physiques. Donc effectivement, comment on interprète cette situation pour Boston? Est-ce que on se dit bah tant mieux, ils vont pouvoir aller tranquillement en finale à l'Est, puis normalement si tout se passe entre guillemets comme prévu en finale NBA? Ou alors est-ce qu'on se dit mais en fait c'est terrible pour eux parce que à être dans le confort comme ça sur quasiment tout leur parcours, quand ils vont se retrouver face à une équipe de l'Ouest qui tabasse parce que les équipes de l'Ouest elles tabassent fort, est-ce qu'ils vont être capables de répondre à ça? Complètement, ouais. Je sais pas, moi j'ai pas la réponse à j'ai vraiment pas la réponse. En tout cas, je m'attendais pas à voir Cleveland euh, aller les gêner à ce point-là. Puis c'est pas une victoire à l'arraché, c'est une Ah non. victoire claire, nette et précise. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est la première fois que les Cavaliers dépassent les 100 points en playoff lors d'un match extérieur sur les 6 dernières années. Cette stat, je la trouve aussi extrêmement drôle. Le fait que Jarrett Allen soit pas dans cette confrontation, très franchement, je donnais pas cher de la peau de Cleveland. Mon pronostic que j'ai pas donné dans le podcast d'ailleurs, c'est du 4-1 pour Boston. Il y a encore là, une possibilité que ça arrive. Et ce que j'adore aussi côté Cleveland, c'est qu'on a eu le Caris LeVert game. Ouais. Caris LeVert, qui est le roi des performances random. Le gars, il est capable de devenir le meilleur joueur de la ligue n'importe quel soir donné. Et puis le match d'après, il va te faire 1 sur 8 au tir. Il va croquer et il va finir sur le banc, quoi. Je trouve ça assez formidable. Ouais, bah effectivement hier il a quasiment outscoré tout le banc de tout le banc de Boston. Hein. Bon, j'en rajoute un peu parce que il y a eu quand même, je pense qu'il doit y avoir quand même un peu plus de points, mais ouais non
Bah, côté Cavs, parce que là, on tape beaucoup sur Boston et franchement, ils le méritent. Hein. Ils méritent vraiment de se faire On va taper dessus. continuer, j'ai un autre truc à dire sur Boston, mais Ok, vas-y. bah continue. Non, non, mais on continue sur Boston, très bien. Alors, on va parler de Mazzulla, parce que franchement, moi, Mazzulla, j'avais des doutes après les playoffs de la saison dernière, et pour le moment, il répond pas du tout à ces doutes, très loin de là. Alors qu'il se fasse out-coacher par Spoelstra, il y a aucun problème, c'est le lot de quasiment tous les coachs à l'aise depuis des années, mais là, c'est Bickerstaff en face. Alors, Bickerstaff a su faire des bons ajustements entre les deux matchs. L'utilisation de Levert en sortie de banc, elle est meilleure. Il y a du mieux offensivement, ça mise plus sur les pénétrations, c'est intéressant. Il a trouvé une rotation Ouais, qui tient la route dans ce match en tout cas. et puis même, tu vois, les passages de Tristan Thompson, il a fait le job. Alors Tout à statistiquement, fait. évidemment, c'est pas brillant, mais ces minutes, elles sont précieuses, elles permettent de faire souffler Mobley. Mais Mazzulla, qu'est-ce qu'il fait? Vraiment, je suis désolé, mais c'est pas possible de pas insister plus à l'intérieur quand t'as un Mobley qui a déjà 4 fautes et que Jarrett Allen n'est pas là, par exemple. Mais enfin, je comprends pas ce que Mazzulla fait, et j'attends vraiment, vraiment, vraiment de voir ce que le match 3 va donner, parce que bah, il faut absolument qu'il propose quelque chose. Oui, c'est en fait c'est vraiment il y a une opposition de style entre ces deux équipes, c'est assez drôle parce que quand tu regardes les drives de Cleveland, je crois qu'ils ont fait 52 drives dans cette rencontre, 34 seulement pour les Celtics. C'est exactement ce que tu étais en train de dire, c'est qu'ils sont pas allés chercher Mobley alors qu'il y a un moment, clairement, avec son problème de faute, tu pouvais le sortir de la rencontre. Et puis, bah, tu sais très bien que Cleveland, ils n'ont pas envie de se retrouver avec Tristan Thompson au-delà des 15 minutes, des 15 minutes sur le parquet. Je Bah crois qu'il a ouais. joué une dizaine de minutes hier soir. Donc voilà. Et le truc que j'ai pas compris également, c'est à quel point Boston continue de jouer le drop en permanence sur les pick and roll, alors que c'est exactement comme ça qu'il se faisait assassiner par Mitchell. Et Enfin, je veux dire, Mitchell, c'est que Mitchell n'arrête pas de te mettre la tête, de te mettre la tête sous l'eau et tu continues encore et encore de prendre le bâton pour te faire battre. Tu continues de prendre les mêmes décisions en espérant un résultat différent. Et ça va jamais se passer, en fait. alors qu'en plus, on sait très bien quel type de joueur est Donovan Mitchell. Et c'est un mec, si tu le laisses prendre confiance, Mais mais complètement. il va t'en mettre 50 sur la Mais tronche, quoi. complètement. Et sa deuxième mi-temps, la nuit dernière, mais il y a des séquences où il est injouable. C'est une mixtape, quoi. Et en plus, il a été soutenu sur le match d'hier, parce que Mobley, Struss, Levert, Garland, tout le monde a répondu présent. Tout le monde. Ouais, Garland, c'est un vrai baromètre pour cette équipe. S'il fait des Ouais. bons matchs, ça se passe plutôt bien. On l'a vu contre Orlando. Et dès qu'il passait complètement à côté, au travers de ces rencontres, souvent Cleveland avait du mal, quoi. Et ouais, j'ai pas compris cette histoire de défense de Boston qui continue alors que ils se font très manifestement éventrer de la même façon tout le long de la rencontre, quoi. Donc ouais, la passivité de Mazzulla, le manque d'ajustement stratégique. Alors je suis persuadé qu'il a des très bons arguments à nous donner pour expliquer le pourquoi du comment il a fait ces choix-là. Mais ouais, je suis particulièrement étonné, quoi. Et l'autre chose que je voulais souligner côté Boston et qui, pour le coup, ça, voilà, encore une fois, je m'interroge énormément sur ce qui se passe. Mais Jason Tatum, après le match 1, tout le monde était là à dire ouais, attends, Jason Tatum, il fait pas un gros match, mais regardez, il fait du, il Il fait du, attire les défenses. il attire la défense, il est à la création, c'est lui qui se sert enfin, qui se sert de sa, comment ça s'appelle, enfin, à attirer la défense, je sais Sa plus gravité. de sa gravité, merci, pour débloquer les situations pour ses coéquipiers, gna, gna, gna. Jason Tatum dans ses playoffs pour l'instant, c'est 21,7 points par match, 40% en tir, 26,8% à 3 points, 81,7 au lancer franc. Il a shooté à plus de 50% une seule fois pendant ses playoffs. C'est son pire, c'est sa pire moyenne de points depuis 2019. Et c'est de loin, c'est les playoffs les moins efficaces, enfin, en termes d'efficacité, les pires de toute sa carrière. Ouais, ouais. Il y a un moment, je vais dire, je sais pas à quel moment les fans de Boston ouvrent les yeux, mais on sait que Jason Tatum est capable. On sait que c'est là, que c'est en lui. Et c'est encore une fois, je l'ai déjà dit dans ce podcast. On sait que le potentiel, il est là. Il faut repenser, par exemple, à la série face à Philadelphie, où il a soufflé un peu le chaud et le froid l'an dernier. Mais quand il a fallu répondre présent, il était présent. On peut penser aussi à cette série face à Milwaukee, où
Euh, Quand il fallait être présent, il a été présent. C'était il y a 2 ans, en 2022. Mais il y a toujours un truc avec Tatum que je n'arrive pas à me figurer. J'ai l'impression qu'il n'a pas la main mise. Enfin, c'est un joueur que j'ai rarement vu comme un joueur capable d'avoir la main mise sur un match. Tu vois ce que je veux dire? Capable de contrôler un match, que ce soit par son scoring, sa création, tout ce que tu veux. Hein. Mais or, tu vois des joueurs qui sont capables de faire ça à d'autres moments de leur carrière. Quoi. Si tu regardes Anthony Edwards avec les Wolves aujourd'hui, il est capable de faire ça. Le mec, il a 22 ans. Quoi. Mais bien sûr. C'est sa deuxième session en playoff et il est déjà en train d'avoir. T'as déjà l'impression qu'il a tout pigé à ce qui est en train de se passer. Alors, on va mettre un peu de l'eau dans notre vin concernant Edwards, peut-être à un moment ou à un autre, mais Non. pour l'instant, Pour l'instant, non, il n'y a aucune raison. il n'y a aucune raison. Tatum, ça fait un moment qu'il fait des campagnes de playoff, qu'il est tout à fait respectable, voire assez impressionnant, mais il manque un truc. Je suis désolé. Mais en fait, oui, et ça a toujours été le cas avec Tatum. Rappelle-toi de ces playoffs de la saison dernière. On a vu des matchs où il disparaissait complètement sur le quatrième Tout carton, à fait. ou alors tout l'inverse, des matchs où il était complètement inexistant sur les 3 premiers cartons et tout à coup dans le quatrième il explosait. Aujourd'hui, je Oui, suis mais désolé. c'est toujours des explosions offensives où tout d'un Oui, coup son shoot va rentrer et voilà, et c'est cool, et ça se passe. Mais il n'y a pas de. Tu sais, moi te parle de maîtrise et de contrôle du match. ouais, mais c'est ça. Ben moi, c'est ce que j'allais dire. Ah, pardon. En fait, c'est quoi? C'est la huitième, je crois, ou septième ou huitième campagne de playoff de Jason Tatum. Quand est-ce que Jason Tatum a dominé une série du début à la fin? Oui. Jamais. Où tu te dis, c'est clairement Le patron. le patron de ces playoffs, tu vois, sans parler de la série en cours. Ben, en fait, il nous a jamais, tu vois, ce que fait, tu l'as dit, Anthony Edwards, ce que fait Jalen Brunson, ce que font tous ces mecs-là, pour le moment, Tatum ne nous l'a jamais montré en playoff. Et c'est un énorme problème. Parce que, parce qu'il n'est pas dans une petite équipe de milieu de tableau, en fait, Jason Tatum. Aujourd'hui, c'est l'option offensive, en théorie, numéro un des principaux prétendants au titre. Complètement. Et en Et 2022, je pensais qu'il avait passé ce cap-là. Quand tu vois la série qu'il fait face aux Nets, quand tu vois la série qu'il fait face aux Bucks, et que cette équipe des Celtics se hisse jusqu'en finale NBA, cette année-là, je me suis dit, mais ça y est, Tatum, il est en train d'arriver, il est en train de confirmer. Et j'ai l'impression que Ime Udoka arrivait à tirer le meilleur de ce gars-là, quoi. Et oui, franchement, c'est vraiment un coup de pas de bol pour Boston, quoi. Parce que je pense vraiment qu'ils ont perdu au change, clairement, entre Udoka et Matsula. Et j'arrive plus à me persuader que Tatum et Brown, ça va. Udoka, t'avais l'impression qu'il avait réglé, il avait réglé le Rubik's Cube et que tout d'un coup, tout est foireux encore une fois, quoi. mais en fait, avec Tatum, enfin, le problème, il est mental. Enfin, moi, j'arrive pas à croire que le problème, il soit pas, enfin, qu'il soit autre chose que mental, parce que ce mec-là, il a tellement de cordes à son arc, il a tellement de possibilités. Ses problèmes, ils sont pas techniques, ils sont pas, Complètement. tu vois, ils sont. C'est pas un problème de talent. Non, c'est ça. Mais en fait, est-ce que cette équipe de Boston, elle est pas complètement à l'image de Tatum? C'est une Mais équipe qui si, est pétrie de talent mais et qui est si. incapable de se faire violence. Mais je suis absolument 200% Eh d'accord ben, avec toi. c'est mot pour mot ce qu'on disait l'été dernier, déjà. Ouais, Et c'est fou, en fait, que tu vois, c'est fou que 8 mois après, on soit en demi-finale de conférence, en train de se dire, bah, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Et je suis désolé. Alors, j'ai beau être fan des Lakers, je suis pas un hater de Boston. Mais cette équipe, quand tu regardes l'attitude, elle est tellement moins méritante que d'autres équipes comme les Knicks, par exemple, où et c'est hyper frustrant parce que malgré ça, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont s'en sortir. Ils ont tellement de marge par rapport au reste de la conférence Est en l'état actuel. Mais est-ce que vraiment une équipe peut remporter le titre NBA en étant à ce point en dilettante? Moi, Je je sais crois pas. pas. En tout cas, alors moi, je m'avancerai pas sur le mérite et tout ça. Je sais pas juger de ce genre de choses. Ah, le fait de subir les événements à ce point quand même. Oui, bien sûr, mais effectivement, Boston, c'est ça le tout de la question qu'on se pose depuis le début, c'est à quel point ils sont, comme tu dis, ils sont en dilettante. Et c'est la question que je posais au début. Est-ce qu'ils sont trop faciles et ils s'ennuient, ce qui est grave hein, quand t'es en playoff. Et c'est pas ce que tu as envie de voir si t'es fan des Celtics.
t'as envie de les voir comme Minnesota depuis le début de ces playoffs. Bah On va oui. en parler tout à l'heure de Minnesota, mais t'as envie de les voir comme ces gars-là, c'est-à-dire pied au plancher, et on est là pour filer des nions à n'importe quelle personne qui se trouve devant notre chemin, quoi. Oui, mais c'est ça, exactement. Et t'as pas, je suis désolé, mais t'as pas le droit Et de t'es t'ennuyer. sans pitié, et t'enchaînes, et tu gardes le rythme, et t'es clair, net et précis sur ta domination. Boston, t'arrives pas à sentir ce truc-là. Et on m'enlèvera pas de la tête que l'an dernier, Boston, déjà, était favori, déjà, était très bon. Quand ils se sont retrouvés à 3 longueurs derrière le Heat en finale de conférence, mais, mais je sais pas vous, hein, les auditeurs et toi, Charlie, mais moi, personnellement, j'ai rarement été aussi sur le cul de ma vie de fan, quoi. Oui, bien sûr, pareil, En me pareil. disant, mais c'est quoi ce bordel? Comment c'est possible? Et tout ça pour revenir, pour pousser un 7e match et se gaufrer à la maison, quoi. Oui. C'est absolument génial. Enfin, je Se veux dire, le bouffer 20 scénario. points d'écart. Voilà. Non, Enfin, mais... se faire humilier encore une fois. Enfin, Par Caleb Martin. voilà. Alors, tous les gens qui disent ouais machin, bah, c'était le hit en finale, pas étonnant que les Nuggets ont gagné. Attendez, le hit ils ont battu absolument tout le monde l'an dernier, quoi. Oui, oui. Ils ont défoncé absolument tout le monde. Les Bucks, les Knicks, les Celtics et un ticket pour la finale. Attendez, faut pas réécrire l'histoire. Donc Non, ouais. non, voilà, c'est clair que. Mais elle est trop frustrante, en fait, cette équipe de Boston. Moi, elle me frustre trop, vraiment. Et j'en suis persuadé qu'ils vont gagner cette série 4-1, 4-2, tout au Bien plus. sûr, mais c'est J'en ça suis qui est persuadé. hyper Et je vois frustrant. même pas qui c'est qui va aller les chercher en finale de conférence. On va en parler tout à l'heure des Knicks contre les Pacers, mais voilà. Ouais. C'est pas le prochain tour non plus que cette équipe va être testée. C'est pas au prochain tour non plus où on va voir Tatum obligé de sortir, de montrer son meilleur visage, quoi. Non, mais c'est ça, c'est que à force de être à ce point-là dans une situation entre guillemets facile, parce que évidemment on va pas non plus caricaturer, les playoffs NBA c'est jamais facile, même si là ils ont quand même une série de, il y a quand même un alignement des planètes qui fait qu'ils sont dans une situation extraordinaire, mais est-ce que, mais en même temps j'allais dire, est-ce que même s'ils étaient en difficulté, il y aurait un déclic? J'en sais rien. La saison dernière ils ont Ah mais été en j'en sais rien. difficulté face à Miami, il n'y a pas eu de déclic pour autant, hein. Mais au moins les choses seraient claires. Et j'ai peur qu'il y ait une grosse désillusion côté Boston. Une fois arrivé en finale. Je sais pas qui sera leur adversaire en finale. Enfin si, je commence à avoir une petite idée, mais Oh, oh. On va en parler après. ouais. Non, non, mais c'est pour ça que je fais du teasing. Mais ouais, mais en tout Je cas, bon, prépare la montée en puissance. quand même, coup de chapeau aux Cavs, parce que là, c'est vrai en fait, Oui, c'est aussi ça oui. qui est terrible avec Boston, c'est que cette équipe, on a tellement envie de leur taper dessus quand on voit leur comportement qu'on n'en parle même pas des Cavs. Mais Et ouais, ça les Mobley. empêchera pas de perdre Mitchell, Oui, non, mais c'est de ça. perdre Mitchell, qui dit, alors, les reports là, NBA, ça me fait hurler. Mitchell va sûrement se barrer s'ils vont pas jusqu'en finale NBA. Mais attendez les gars, vous avez fumé ou quoi? Mais... En attendant, Donovan Mitchell est le N'importe meilleur joueur de cette série, complètement. pour Non, et l'instant. t'allais parler de Mobley. Je vais pas te couper sur Mobley parce que Non, bah franchement, Mobley, moi, tu le sais, j'adore il est ça. frustrant. Il est frustrant. Il a fait un Il est, bon match hier, ça fait du bien, mais il est frustrant. il est frustrant, mais il est si jeune, il a le temps encore. Mais je suis d'accord avec toi, il est frustrant, il pourrait faire beaucoup mieux. Le Il a chantier eu, offensif qu'il y a à faire chez lui, waouh. Oui, c'est ça, c'est ça. Là, hier soir, il a été agressif, ce qui est vraiment pas toujours le cas, mais c'est aussi parce que hier soir, il a été mieux utilisé offensivement. Il a su complètement faire oublier l'absence de Jarrett Allen. Alors, on l'a dit, c'est aussi parce que Boston a été plutôt sympa à pas insister sur ses fautes, hein, des bons copains. Mais ouais, non, Cleveland fait malgré tout un très très bon match. Alors évidemment, shooter à 46% à 3 points, ça aide à gagner des matchs, mais globalement, tout le monde a fait le job. Bickerstaff a fait des ajustements pertinents, Mobley a été vraiment intéressant. Bref, ça fait quand même plaisir pour Cleveland. Ouais, il y a un groupe, il y a une. Tout à fait. Franchement, ce game set contre Orlando, j'ai l'impression que ça a soudé un peu les rangs et ça s'est totalement vu dans ce deuxième match. Je reste pas tout à fait convaincu par la construction de cette équipe, par la Non, c'est sûr. compatibilité de certains joueurs, etc., etc. Mais en tout cas, ils font une belle campagne de playoff. Ouais, complètement.
On va parler du Thunder face aux Mavericks. Malgré un genou douloureux et un choc à la tête dès l'entame de la rencontre, magnifique chute de Luka Doncic. C'était assez magnifique. J'ai cru à un moment qu'il s'était pété le nez, le gars. Mais bon. Luka a réussi à faire oublier une performance en demi-teinte lors du Game 1 pour permettre à Dallas de s'emparer de l'avantage du terrain. Il a été magnifiquement épaulé par PJ Washington qui réalise son meilleur match en playoff. Pas compliqué, en même temps, il n'en a pas joué beaucoup. 29 points, 7 sur 11 à 3 points. On notera également l'apport essentiel de Josh Green sur ce match. Des paniers clutch de Tim Hardaway Jr. également. Le Thunder, malgré une performance de patron de Shai Gilgeous-Alexander, 33 points, 12 rebonds, 8 passes, a été noyé sous un flot de tirs longue distance, des tirs qu'ils étaient contents de concéder au Game 1 et que les Mavericks n'avaient pas convertis alors. Cette fois, Dallas leur a fait payer cette stratégie défensive plutôt risqué, je trouve, on va en parler, en pilonnant à 3 points, 18 sur 37 au total à 3 points dans cette rencontre. C'est imparable si tu as une telle réussite. Il y a une énorme probabilité que tu l'emportes. Deux joueurs que je souhaite mettre en avant, c'est la décision de Marc Desno de ne pas faire jouer Josh Giddey à l'entame de la deuxième mi-temps. C'est un truc qu'on avait évoqué en début de ces playoffs, le fait que Josh Giddey, j'avais hâte de voir comment Marc Desno allait l'utiliser ou pas, parce que bah, voilà, son adresse n'est pas top, sa défense non plus. Il lui a préféré Aaron Wiggins, qui est absolument génialissime depuis l'entame de ces playoffs, pour débuter le troisième quart-temps. On verra à quel point ça perdure. On verra quel sort il réserve à Giddey. Est-ce que les Mavs vont forcer le Thunder à se priver de Josh Giddey? On verra bien. Et j'aimerais également saluer la performance de Kyrie Irving. Si tu regardes sa ligne de stats, elle est totalement quelconque. Tu pourrais presque dire, tu regardes le box score, tu dis mais il a fait un match complètement naze. Mais si tu regardes en fait, sa gestion du jeu sur le terrain a été exemplaire. C'est vraiment le vétéran qui sait exactement ce qu'il doit faire à la marge pour aider son équipe à remporter la victoire. Ouais, tout à fait, il a été très bon. Il est très bon en défense dans ses playoffs. Franchement, il est épatant déjà contre les Clippers. Hier soir, il était là à taper dans des ballons, sur des pénétrations, notamment un moment où il a tapé une balle de Jalen Williams en pénétration. C'était assez important à ce moment-là. Il sait laisser les autres briller, tout en s'assurant à tout moment que le rythme général de collectif soit maintenu sur le terrain. Et en plus, il est capable de planter un tir décisif s'il le faut à n'importe quel moment de la rencontre. Peu importe s'il est à 1 sur 8 au début du quatrième quart-temps, tu sais très bien qu'il est capable de te faire un 3 sur 3 à 3 points tout d'un coup et de changer totalement la physionomie d'une rencontre. Et je tenais vraiment, vraiment à mettre sa performance en avant parce qu'on retrouve vraiment le Kyrie Irving qui fait plaisir, quoi. Ouais, il a vraiment été très bon dans la mentalité. Il y a rien à redire. Il se bat, il défend, il fait des passes. Maintenant, si Luka Doncic continue à souffrir comme il souffre actuellement, cette équipe, elle va avoir besoin d'un Kyrie plus présent au scoring, ça c'est sûr. Mais effectivement, tu l'as dit sur le match d'hier, il faut vraiment pas se contenter du box score, il faut vraiment regarder ce qu'il fait et il a été extrêmement important pour cette équipe. Mais il a jamais forcé en fait et il a bien vu que pour le coup, Luka était plutôt en forme. D'ailleurs, Luka, il a magnifiquement joué cette rencontre, magnifique gestion du match. Moi, je l'ai pas trouvé en forme. Hein. Non, il est pas en forme, mais pas du tout. Il est pas du tout en forme. Tu vois bien que son genou l'embête absolument. Ouais, et puis même en conférence de presse, il a dit que c'était un des matchs les plus durs qu'il ait joué de sa carrière et tout. Enfin, tu sens que waouh, c'est compliqué là. Hein. C'est pour ça que je sens que les Mavericks, la situation est quand même compliquée. Mais en fait, ce que je trouvais étonnant, c'est sa faculté malgré tout à répondre présent dans cette rencontre, alors qu'on sait très bien qu'il est sur une jambe. Et très franchement, il a marqué des paniers en fin de rencontre, c'était absolument hallucinant. Kyrie Irving, il était... ce qui est drôle, c'est qu'à un moment, ils ont fait un run au troisième quart-temps, et Kyrie Irving était sur le terrain, et Luka Doncic était sur le banc. Et c'est à ce moment-là, notamment, où Kyrie Irving a été ultra important, c'est qu'il a vraiment guidé ce run du côté Mavericks, qui était assez inattendu, en vérité, je m'attendais pas à ça. Et puis Jay Washington, bah voilà, quand il rentre les tirs, c'est tant mieux.
Ouais, Et autre truc qui m'a vraiment étonné, et d'ailleurs Ben Taylor de Thinking Basketball a fait une vidéo là-dessus qui est très très intéressante. La stratégie défensive du Thunder s'est totalement retournée contre eux dans cette rencontre. C'est-à-dire que dans le game 1, ils laissent des mecs comme Derrick Jones Jr., même Josh Green, voire PJ Washington qui en saison régulière a pas un extraordinaire pourcentage à longue distance, et donc ils partent sur la probabilité que potentiellement ils vont pas rentrer assez de tirs pour vraiment poser problème. Le problème, c'est que quand ça commence à rentrer, bah c'est injouable en fait. ouais, tout à fait. Et ça, j'ai pas. Je comprends la stratégie du Thunder, c'est-à-dire de créer un mur dans la raquette pour éviter les pénétrations de Luka Doncic. Donc c'est arrêter Luka Doncic à tout prix. Ils font même des trappes, des blitz en haut de la, enfin en haut du terrain, du demi-terrain pour essayer de faire en sorte qu'il fasse la passe, qu'il libère la balle. Mais c'est un peu too much, je trouve. Et hier soir, ils se sont totalement fait avoir à ce jeu-là, quoi. Ouais, alors après, verrouiller l'accès à la raquette, ça gêne aussi beaucoup Kyrie, d'ailleurs, ça se voit. Complètement. Mais effectivement, dès que les shoots vont rentrer pour Dallas, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, la résurrection de Tim Hardaway Jr. À ce niveau-là va faire beaucoup de bien aussi. Complètement. Et puis attends, ils concèdent des corners, les corners à 3 points, ce qui est le pire shoot à concéder quasiment. Et encore une fois, je comprends la stratégie. En fait, cette stratégie défensive, je la trouve assez extrême et j'ai hâte de voir comment Marc Deno ajuste ça. S'il arrive à trouver un compromis qui lui permet de limiter l'influence de Doncic, Bah, c'est compliqué, hein. Franchement, bah ouais, non, le mais problème, c'est que je sais c'est pas comment c'est compliqué. possible. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est bien ça qui est intéressant avec cette équipe de Dallas. Et c'est aussi pour ça que, avant de voir les pépins physiques de Doncic, on en faisait une des équipes les plus potentiellement dangereuses à l'Ouest. C'est qu'on sait très bien que cette équipe-là, avec Doncic, avec Kyrie et avec quelques mecs qui sont capables de foutre des 3 points, si en plus ça défend correctement, bah c'est hyper compliqué. Et Luka, à ce niveau-là, a été parfait, à trouver les bonnes passes dans les bons timings quand il le fallait. Alors, il a démarré assez fort offensivement aussi, je pense, pour rassurer son équipe. Ouais, 16 points en premier quart-temps, ouais, assez impressionnant. Ouais. Et ouais, et Josh Green aussi a été intéressant. Et enfin, il a été épaulé. Mais la réalité, c'est que quel que soit l'apport des role-players, le destin de cette série repose sur l'état de son genou. Moi, je suis Complètement. désolé, et pour moi, pour moi, le réel gain de la victoire de la nuit dernière, Mhm. c'est bah, est-ce que tu fais souffler Luka Doncic sur un match ou pas, en fait? C'est surtout ça, en fait. Mhm. Est-ce que tu profites d'avoir réussi à récupérer l'avantage du parquet en allant t'imposer là-bas pour te dire, bah, le match 3, Luka, il joue pas parce qu'il a besoin de souffler, il a besoin de soulager ses douleurs. Alors attention, hein, rater un match, ça va pas guérir son genou. Puis Loin de là. c'est ce qu'il a dit, oui. Il a Ouais, dit que ouais. c'est pas un match de repos qui va lui permettre de se remettre de la Exactement. blessure dont il souffre. Par contre, ça peut quand même lui faire du bien si vraiment il a mal au quotidien, ça peut éventuellement être une petite accalmie qui peut lui faire du bien pour la suite de la série. Mais bon, mais dans l'absolu sur ce match 2, je trouve que quand même Dallas a montré un bien meilleur visage, notamment dans l'intensité. Ils ont bien mieux répondu présent que lors du premier match où ils ont été complètement pris au dépourvu par l'intensité du Thunder. Et d'ailleurs, Kyrie en avait parlé en conférence de presse. Il a eu une formule assez marrante où il a dit mais cette équipe, elle a une énergie infinie. Mais T'avais complètement, limite ouais. l'impression qu'il se plaignait de la jeunesse du Thunder en disant que c'était pas juste, tu vois. Mais c'était assez marrant. Mais bon, ouais, c'est Doncic, quoi. Voilà, tout va dépendre de la capacité de Doncic à faire fi de la douleur, à jouer avec ce genou, à voir aussi effectivement les adaptations de Marc Daigneault, mais dont on sait très bien qu'il aura pas peur de faire des choix. Hein. Le choix de laisser Guidi sur le banc quasiment toute la seconde mi-temps, parce que je crois qu'en seconde mi-temps, il joue quoi? Même pas entre 2 et 4 minutes, je crois, un truc Ouais, comme ça. il joue 11 minutes au total dans le match. Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et, Et il a un plus-minus de -20. Enfin, le mec a pris et, totalement mais- la et- faute. Sauf et que même, tu prends le risque de le sortir totalement de la série, quoi, Et même mentalement. même sur le premier match, c'est le seul joueur d'OKC avec plus de 10 minutes de temps de jeu à avoir un plus-minus négatif. Hein. Il Ouais. est vraiment en galère sur cette série. Maintenant, bah, c'est évidemment beaucoup trop tôt pour enterrer le Thunder. Il faut pas oublier. Enfin, pour l'anecdote, c'est le match de l'année dernière, c'est le premier depuis le début de ces playoffs où ils encaissent plus de 100 points. Alors, ok, au premier tour, l'opposition était vraiment limitée, mais enfin, c'est quand même pas anodin.
Et puis voilà, ils ont été en grande difficulté au shoot, ce qui tranche quand même beaucoup avec leurs habitudes. On parle de l'équipe qui a le plus haut pourcentage d'adresse extérieure en régulière et sur le début des playoffs. Donc évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour dire qu'avec cette victoire, Dallas a remis la main sur la série. Mais bah, il faut surveiller Doncic, quoi. En fait, ça peut paraître très réducteur de dire ça, mais on parle d'un mec qui est un game changer absolu, donc Ah, mais c'est un enfer absolu, ce gars. c'est absolument. Et comme tu dis, quand t'as Kyrie Irving qui arrive derrière, et ça, c'est un vrai. C'est là où tu vois l'importance d'avoir des gars capables de tenir la balle, de mener le jeu, de dribbler, de créer. Enfin, c'est indispensable en vrai. Tu peux, si t'as qu'un seul joueur capable de faire ça, comme Doncic a longtemps, enfin, a été un moment, et j'allais dire longtemps été, non, c'est pas vrai, puisqu'il y a un moment, ils avaient Jalen Brunson, quand ils sont allés en finale de conf en 2022, Ouais. et c'était très bien comme ça, donc... Enfin, quand même, tu te rends compte que là, Doncic, il est en train de faire des playoffs à 28 points, 8,5 rebonds, 9 passes, et c'est de très loin les pires playoffs de sa carrière. Bien sûr. Non, mais tu te rends compte de ce que ça dit sur le Je me joueur, rends que compte. c'est de la folie. Je me rends compte surtout que Dallas, c'est criminel s'ils n'arrivent pas à entourer ce gars-là Ouais. correctement à partir de maintenant, tu vois. Je suis content que tous ces pics, enfin que tous ces de faire venir PJ Washington, Gafford, récupérer Derrick Jones Jr., d'avoir fait le pari, un vrai pari sur Kyrie Irving, qui porte ses fruits. Là, on voit que Kyrie, c'est typiquement le joueur qui, quand il adhère à ton projet, eh ben, c'est cool, c'est exactement le joueur que tu as envie d'avoir dans ton équipe, quoi. Ouais. Et pourtant, Quand ça se barre en sucette, c'est chiant. Dieu sait que j'y croyais pas à cette Ah, association. moi non plus, alors là. Mais là, ce qu'on voit là, ce que Kyrie nous montre là, grand respect. Franchement, il est épatant. Ouais. On se passe Ouais. décisive hier soir. Oui, et puis vraiment, en fait, il Mec, montre qu'il n'est pas juste cette espèce de pyromane capable de marquer sur n'importe quelle défense, de finir au cercle dans n'importe quelle position. C'est pas juste ça, Kyrie, pour ceux ouais, qui l'avaient oublié. il a jamais croqué. Enfin, il était d'une retenue, d'une intelligence de jeu. Franchement, waouh. Ouais. J'ai vraiment retrouvé t'as vraiment retrouvé le Kyrie Irving des années Cleveland, de cette année 2017 là où ils étaient vraiment vraiment extraordinairement forts, lui et James. Tu retrouves un petit peu cette. Tu sens que Kyrie, voilà, c'est un talent exceptionnel, quoi. Est-ce que tu penses que sa non-sélection au JO 2024, ça peut avoir un impact? Parce que tu sais, à l'époque, il avait eu une petite phrase, Peut-être, il avait je sais dit pas. je ne correspondais pas bien à cette équipe. Moi, je suis désolé, mais le Kyrie qu'on a vu hier soir, il correspond à toutes les équipes. Oui, mais bon, il paye Évidemment, forcément. évidemment, bien sûr, qu'on sait très bien qu'il paye des choses qui sont aussi hors terrain. Voilà, et qu'on dû gaver pas mal de gens au-delà, au-delà de son équipe, au-delà Tout à des fait. Nets à l'époque, quoi. Mais c'est aussi pour ça que ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Mais complètement. Franchement, Team USA ou pas Team USA, j'en ai rien à péter. Je suis juste content de voir que ce joueur-là n'a pas continué dans son délire, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'il a toujours, à côté de lui qui est Zarbi, hein, mais en tout cas, sportivement parlant, ça fait vraiment plaisir à voir, quoi. Tout à fait. Et ok, si, écoute, on verra bien. Je suis épaté par cette équipe malgré tout. Ils étaient dominants au rebond offensif au game 1 et je trouve que Dallas a bien réglé les choses dans ce deuxième match. On verra bien. Chet Holmgren, c'est un rookie, il faut pas l'oublier. Et pour le coup, il a montré son âge dans cette rencontre. 4 balles perdues, une adresse compliquée. Tu voyais parfois, pardon, qu'il était un peu dépassé par les événements. Enfin, qu'il avait du mal. Et franchement, je lui en veux pas. C'est pas du tout surprenant. Non, non, et Jason Kidd a fait des bons ajustements aussi Tout à pour fait. gêner cette équipe, et c'est aussi pour ça que moi j'ai envie que cette série elle dure aussi, parce que je trouve que même le duel des coachs est à la hauteur, quoi. Les ajustements faits par Kidd sur ce deuxième match sont intéressants, il a changé certaines match-up défensives, il a beaucoup mieux profité des espaces dans les corners, etc., etc. Donc ouais, non, moi j'ai hâte de voir la suite. Ouais, Marc Degnaud a vraiment un challenge intéressant en face de lui parce que Absolument. je le considère comme vraiment un excellent coach, extraordinaire même.
Et là, il a vraiment l'occasion de démontrer et d'apprendre. Il va énormément apprendre, je pense, de ce premier voyage en playoff. Et, euh, et j'ai hâte de voir comment il va réagir, comment il va répondre à ce deuxième match perdu à domicile. Parce que, bon, voilà, tu perds l'avantage du terrain, c'est pénible. Et j'ai hâte de voir comment il va remobiliser tout le monde et les ajustements qu'il va nous proposer. J'ai hâte de voir ça. Pareil. Ouais, non, pareil. Les Knicks face aux Pacers. New York gagne à la force de sa volonté et du talent extraordinaire de Jalen Brunson. On est tous d'accord là-dessus, je pense. Comment, Charlie, ne pas tomber amoureux de cette équipe des Knicks quand le Garden est en feu et que l'équipe ne cesse de repousser les limites physiques humaines pour poursuivre son parcours herculéen en playoff. Mais l'histoire des Knicks, j'ai l'impression, est à deux doigts de tomber un peu trop proche du mythe de Sisyphe. Après l'annonce de l'absence de Mitchell Robinson pour le reste de ses playoffs en raison de sa cheville, la cheville qui l'a tenu éloigné des parquets, et là il a une blessure de stress, donc c'est terminé pour lui les playoffs. On vient d'apprendre que Giannunoby ne sera pas disponible pour le Game 3, et je ne sais pas s'il va être capable de revenir dans ses playoffs non plus. Et s'il revient, je pense qu'il sera potentiellement diminué. Ouais, en tout cas, il Euh, reviendra pas dans cette série, hein, sauf miracle. voilà. Et puis, on sait tous que Thibodeau, s'il revient, Voilà. bah, il va le faire jouer 53 minutes. Euh, donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour New York qui affiche un ratio victoire-défaite avec lui dans l'effectif qui est absolument incroyable. Quand il est plus là, je pense qu'on va potentiellement tomber sur une espèce de réaction en chaîne où les problèmes vont un peu risquent de s'accumuler. On verra bien. On verra bien. Mais tout d'un coup, j'ai aucun doute sur le fait. Enfin, j'ai aucun doute. Je ne doute pas trop dans leur capacité à atteindre les finales de conférence, malgré l'absence de Giannunoby. À voir, à voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais là, franchement, la question que je me pose le plus, c'est comment Tom Thibodeau va faire, lui qui tournait déjà avec 7 joueurs, et je me demande comment il va adapter sa rotation sans lui. Je me demande s'il ne va pas essayer de cloner Josh Hart la nuit prochaine là pour essayer Mais c'est exactement ce que j'allais d'avoir dire. d'avoir deux joueurs de Josh Hart sur le terrain. Quoi. Je pense que C'est le la mec seule il aimerait solution. avoir Jalen Brunson, 3 Josh Hart et Hartenstein. Et puis c'est bon. Et puis c'est bon, ça vas-y rouler jeunesse. Quoi. Euh, le parcours d'Enix est absolument fabuleux, mais très sincèrement, il faut qu'on parle de la distribution du temps de jeu par le coach, qui est absolument intenable, et ça commence à se voir. La blessure d'Anunoby, c'est typiquement une blessure de fatigue. Typiquement. Ouais. Non, bah, si on veut parler de temps de jeu, la stat qui est sympathique, c'est Josh Hart s'est reposé 15 minutes depuis le début de ses playoffs en 8 matchs. Voilà. 15 minutes de repos en 8 matchs. Ouais. C'est absolument délirant. Ah, mais c'est C'est complètement délirant. délirant. C'est délirant. Et ça marche parce que c'est Josh Hart, hein. Il y en a pas beaucoup des joueurs qui seraient capables de faire ça et d'être encore sur leurs deux jambes. Mais et d'ailleurs, je sais pas si c'est très drôle d'entendre Josh Hart parler de ça en conférence de presse parce que tu sens que, en fait, lui, il préserve tellement Thibodeau. Il est là, non, non, mais Thibodeau, il arrête pas de me demander quand est-ce que tu veux te reposer. Et je lui réponds, ben jamais. Mais évidemment, la perte d'Anunoby, c'est un coup très, très, très dur pour une équipe qui avait déjà, tu l'as dit, une rotation qui est extrêmement resserrée. Bon, c'est déjà incroyable. En fait, c'est incroyable d'être à 2-0 là dans cette série comme ça. Vu les circonstances, ils ont réussi à faire le job. Brunson est extraordinaire. Josh Hart, parce que Josh Hart, on parle beaucoup de ses minutes, mais au-delà de ses minutes, il est en train de nous faire des playoffs de grand malade. Josh Hart, c'est Mais c'est n'importe hallucinant. quoi. De toute façon, le trio Hart, Bronson, DiVincenzo, Et oui, parce que DiVincenzo, qui depuis 3 matchs là est redevenu mais mais tellement létal. c'est un kiff absolu, ce trio. Et oui, Avec de toute façon, le 5, Anunoby, Hartenstein, Brunson, Hart, DiVincenzo, tu peux pas kiffer plus que ça dans ces playoffs. exactement. Tu peux pas kiffer plus. Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord, hein. Ça a C'est été très, très difficile, quoi. Alors il y a en plus oui, en plus Hartenstein il s'est régalé la défense du cercle d'Indiana est quand même très moyenne pour rester poli et Hartenstein s'est régalé, on a vu ses qualités de passe aussi. Oh là 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 là. Il C'est trouve des passes de oh là dingue. magnifique, C'est ah magnifique. incroyable. C'est ouais. Ouais non, vraiment cette équipe de New York, elle est extrêmement plaisante. Alors je sais qu'il y a eu des polémiques sur l'arbitrage, je sais qu'Indiana est
très très remonté et je comprends, il y a eu des décisions qui Ah, étaient... ouais. Ouais, voilà, il y a eu quelques Franchement, le décisions. game 1, j'aurais aimé que les arbitres nous laissent tranquilles en vrai. Franchement, on ne sait pas comment ça se serait passé, mais ils n'avaient pas à intervenir sur cette espèce d'écran illégal. Mais ah, vas-y, laisse tomber, quoi. En fait, Il globalement, n'existe l'arbitrage... jamais cet écran illégal. Oui, mais en fait, globalement, l'arbitrage, il a été mauvais dans ce match, tu vois. Mais Oui, c'est sûr. effectivement, C'est pas le seul truc. il y a certaines, il y a le fait que certaines décisions dans des moments cruciaux et tournés côté Knicks font évidemment que ça donne vraiment l'impression que l'arbitrage a été très en faveur des Knicks, mais en réalité, l'arbitrage, il a juste été mauvais, tout court. Alors, Ouais, mais tu vois, j'ai une détestation profonde pour les événements de la sorte parce que justement, ça a fini par donner des arguments à ceux qui vont aller dire ensuite, qui vont tout remettre sur, sur le dos de l'arbitrage, qui vont dire ouais, machin, t'as vu c'est les pas petits normal, les marchés, petits oui, oui. marchés, New York et la NBA, nanana. Moi, en fait, ce qui me gêne, c'est que l'écran dont Je tu trouve ça parles, dommage en vrai. c'est une faute qui n'existe pas en playoff. Dans le contexte d'une fin de match tendue, cette faute-là, elle doit jamais être sifflée. Il faut laisser le jeu se dérouler à tout Ouais, prix, et puis c'est son ça écran, l'histoire. il est clean par. Enfin, je veux dire, tu peux prendre 36 écrans avant et tous les siffler en faute Voilà. offensive dans ces cas-là. Donc oui, oui, je comprends la frustration de Carlisle, surtout que honnêtement, Indiana, enfin, si Indiana prend un des deux matchs là, bah, c'est pas une surprise. Enfin, tu vois, Hmm. on n'est pas choqué quand on voit les matchs. Ils auraient vraiment, vraiment pu le remporter. Mais bon, écoute, je trouve que sur le deuxième match, en tout cas, c'est une vraie victoire collective pour les Knicks. Les starters ont tous fait le boulot, tu l'as dit. Euh, enfin, il y a vraiment eu, je trouve, un beau visage montré par les Knicks dans des circonstances qui sont vraiment compliquées. Maintenant, il y a quand même du positif aussi pour les Pacers, à commencer évidemment par Haliburton, qui a retrouvé des couleurs en attaque, Oui, de qui s'est l'adresse enfin. extérieure, et ça, Ouais. c'était quelque chose qu'on attendait depuis un long moment. Ouais. Et alors, ouais, non, mais complètement. Je suis absolument ravi qu'il ait repris des couleurs. Malheureusement, ils ont du mal. Maintenant, il va falloir que Miles Turner et Haliburton répondent présents au même moment Oui, et et puis il va falloir que mieux défendre, hein. Siakam aussi nous fasse pas voilà, un match. Enfin, pour le coup, Haliburton se réveille et tout. Enfin, le reste de l'effectif était un peu en dedans, quoi. À part Obi Toppin, qui est vraiment impressionnant. Et puis, alors, TJ McConnell. Ouais. Déjà, quand il joue aux Sixers, McConnell, c'est un joueur que je kiffais absolument. Mais alors là, je suis tellement ravi de le voir en train de chambrer les fans au Madison Square Garden et tout. Il est absolument Ouais, il est incroyable. extraordinaire, ce joueur. C'est un joueur qui est extrêmement sous-estimé en NBA. C'est un, c'est un basketteur pur, TJ McConnell. Ouais. C'est un mec qui connaît le basket, il sait exactement comment jouer ce sport, quoi. Tu peux pas lui enlever ça, quoi, clairement. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais je pense vraiment que le fait de retrouver un Haliburton convaincant, je pense vraiment que c'est pas anecdotique du tout. Pour lui, évidemment, pour le jeu de son équipe, mais même pour la confiance de ses coéquipiers. Il faut quand même pas oublier que c'est sa toute première de campagne de playoff à Haliburton et ses difficultés Ouais, devaient forcément peser un peu sur le moral global de l'équipe. ouais, tout à fait. Maintenant, il faut défendre mieux que ça, vraiment. Notamment là, il faut mieux protéger la raquette parce que là, c'est pas possible ce qu'on a vu sur le match 2. Franchement, c'est pas possible. Ok, Hartenstein a montré des très très belles qualités à la passe. Ok, ils ont su trouver les bons cuts au bon moment, mais il faut faire mieux que ça. Il faut vraiment faire mieux que ça. Ouais, c'est marrant, ouais. Cette équipe des Pacers, elle est trop friable, Mm. à mon sens. Elle manque de corps. Il y a des choses qui se passent. Quand ça se passe bien, c'est cool. Ça joue vraiment bien. Elle est vraiment fun, cette équipe. Mais il manque clairement quelque chose, quoi. Ouais. Et on n'a même pas noté d'ailleurs que Jalen Brunson lui aussi hein, a dû sortir à un moment sur le deuxième match. Complètement. Il a eu une alerte physique aussi, donc c'est vraiment dire si. Ça a cassé sa série de matchs à 40 points. Ouais. Mais surtout, en fait, Euh, ça montre à quel point les Knicks sont vraiment sur une corde très 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 raide. et ça fait peur. Franchement, ça fait peur. J'ai peur pour pour la santé physique toutes ces personnes, quoi. Et je suis désolé, mais Tom Thibodeau, le run, il est fun qu'ils sont en train de nous faire les Knicks là. C'est vraiment super sympa C'est de plus que fun. suivre cette équipe. C'est tellement génial de voir le Madison Square Garden dans cet état. Franchement, c'est un kiff absolu, quoi. Ça Ouais. fait des années qu'on attend ça et ça fait tellement plaisir. Sauf que
Voilà, Ah, t'es trop dans l'analyse, profite, savoure. Mais ouais, non, mais je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de voir Bronson avec une blessure qui met fin à sa carrière, tu vois, clairement. Ça me ferait chier, quoi. Oui, tu m'étonnes. Non, mais évidemment, Parce que je Bronson, je veux dire, s'il y a un bijou absolu à sortir de ces playoffs, c'est ce mec-là, quoi. ouais, Mais il quel est. joueur incroyable. Alors, j'avais tout à fait foi en ce joueur. J'étais tout à fait d'accord si tu me disais ça va devenir un excellent joueur. Ouais, carrément, carrément. Mais qu'il devienne ce joueur-là, et les fondamentaux qu'il a, Bronson, ses appuis, sa façon de changer de rythme, balle en main, les feintes de corps, les feintes c'est absolument, c'est des leçons de basket, c'est absolument génial. Ouais, C'est, c'est c'est un magnifique. pur bonheur du début à la fin de voir ce mec-là jouer au basket, quoi. Exactement, ouais, non, mais c'est ça. C'est vraiment. Et là, il est en train de faire une campagne de playoff. Enfin, je sais pas Les si les émotions, gens mec, se rendent les compte. émotions. Ah ouais, ouais, non, mais vraiment. Hein, moi, c'est pour ça. Tu vois, je comprends tout à fait hein, ce que tu dis sur Thibodeau et tout, mais d'abord, j'ai pas envie de me priver de cette équipe d'Enix, tu vois. Non, c'est sûr, ouais. Et je pense qu'en fait, même Brunson, il a pas envie de sortir, tu vois. Il Ouais, mais la s'emmerde. part d'Anunoby, ça fait chier. Parce que franchement, si les Knicks, à peu près en bonne santé, arrivaient face aux Celtics, ça aurait pu être vraiment fun. S'il n'y a pas Anunoby, ça gâche tout, bordel. C'est vrai, c'est tout à Ça fait vrai. gâche tout, Je suis bordel. 100% d'accord avec toi. C'est là où Après, je suis vert, moi. c'est quoi la blessure qu'il a? C'est ce qu'Haliburton a eu en gros quoi. C'est du un mois, 3 semaines, un mois. Ouais, c'est mort en fait quoi. Ouais, et puis, C'est mort. Non, tu pars. il faut que Thibodeau fasse du vaudou là. Ouais, il va égorger un poulet sur le parquet au game 3 et hop, game 4 il sera là. Ouais, non, ouais, c'est pas possible. Les adducteurs comme ça se remet jamais, mon gars. Ouais, c'est trop problématique. Jamais. Le nombre de joueurs que j'ai vu avoir cette blessure et finalement, c'est tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu repousses, et puis C'est les surtout mecs, même quand tu reviens, t'es pas bien. C'est pour ça que oui, je parle. voilà, même quand ils reviennent, ça va pas, quoi. C'est pour ça que je comparais avec Haliburton tout à l'heure, c'est que Tout à fait, Haliburton, on a bien vu que même quand il est tout à fait. revenu, il était dans une situation, il avait plus du tout ses marques. Physiquement, il était en Hmm. galère, ça a eu un impact sur son shoot, ça a eu un impact sur son jeu, ça a eu un impact sur le rythme, enfin, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Mais effectivement, ouais, cette équipe de New York, c'est clair qu'on va probablement passer pas mal de semaines à regretter le fait qu'ils aient pas été tous en forme et à se demander ce qui se serait passé contre Boston. Enfin, ce qui pourrait se passer contre Boston. À moi, quand j'ai vu ça, ça m'a gavé tout de suite. Je me suis dit, putain, notre finale de conférence, là, elle était belle. Et puis tout d'un coup, c'est chiant. Ça va être relou, quoi. On va voir les Knicks avec un bras attaché dans le dos. Mais n'empêche, tu vois, là, on enterre quand même C'est très vite Indiana, chiant. hein. Un peu trop, peut-être. Bah, un peu trop, parce qu'en Non, fait, le mais j'ai hâte problème, de c'est voir. qu'on l'a dit. Non, j'ai pas enterré Indiana. J'ai dit, il faut que je vois ce que ça va donner à Indiana. Maintenant, ça veut dire qu'ils doivent gagner 4 des 5 prochains matchs. Franchement, c'est chaud. C'est tout. Ouais, Chaud patate. c'est chaud, mais on l'a dit, avec avec ce qu'impose Thibodeau à ses joueurs, Hmm. tu vois, on est malheureusement, et vraiment, je touche absolument tous les bouts de bois possibles pour que ça n'arrive pas, mais on est effectivement pas à l'abri que Jalen Brunson se fasse un pépin musculaire, que Josh Hart, à un moment, son corps finisse par lui dire, écoute mon gars, t'es mignon, mais tu restes humain, même si ça ne se voit pas. Donc voilà, on n'est pas à l'abri qu'il y ait un souci comme ça. En fait, le problème, là, si je redescends un petit peu de mon enthousiasme débordant et qu'on regarde un peu plus froidement tout ça, la question que je me pose, c'est est-ce que une équipe comme les Knicks, avec un mec comme Thibodeau à sa tête, qu'est-ce que tu fais en fait? Où tu vas à l'avenir? Je veux dire, est-ce que tu peux vraiment faire confiance? Alors, je sais que ce coach vient de remettre New York sur la carte de la NBA. Et personne peut lui enlever ça. Et c'est un kiff absolu. Et c'est très difficile d'arriver de dire ah non mec tu fais pas l'affaire. Mais j'aimerais juste que Thibodeau arrive à se contrôler sur les minutes qu'il donne à ses starters en fait. Mais ça arrivera pas. Parce que tu as besoin de passer 4 tours pour gagner un titre. Et vu comment il traite ses joueurs, j'ai un doute sur le fait qu'un jour il arrive à maintenir des mecs en bonne santé jusqu'à la fin quoi.
Mais ça arrivera pas. Enfin, je veux dire, ça fait 15 ans Et qu'il est en c'est ça le NBA, but. Thibodeau, tu vois. Non, mais oui, mais voilà, et qui fait tout le temps les mêmes trucs. Et c'est ça qui me chagrine et qui me chiffonne avec lui. C'est que je me demande vraiment, est-ce que tu as eu une seule équipe, enfin, est-ce que tu as des joueurs, à part Josh Hart qui a l'air d'être taillé dans du métal, est-ce que tu as des joueurs qui sont capables de subir le rythme imposé par Tom Thibodeau? Et s'il y a un mec qui est probablement pas capable de ça, c'est OG Anunoby, qui arrête pas de se péter en permanence, quoi. Et c'est déjà un miracle qu'il soit en bonne santé jusqu'à là, quoi. Bah, il y en a des joueurs qui sont capables de tenir ce rythme-là, on les connaît. Il y a Butler, par exemple, mais aujourd'hui, c'est clair qu'ils sont pas à New York, quoi. Mais Hmm. écoute, je comprends que tu poses la question, mais en réalité, enfin, tu vois, il va pas être viré, Thibodeau. C'est Mais impossible. non, mais il a pas à être viré. Voilà, non, mais c'est Je ça. demande pas sa tête. Oui, Je mais demande en fait, juste à ce que quelqu'un il s'adaptera pas. aille lui payer un petit café, le prenne entre quatre yeux et puis lui dise, écoute, Tom, t'es sympa, mais Ouais, mais si tu vois, tu pouvais, si tu pouvais distribuer tes minutes autrement. il l'a pas fait à Chicago, il l'a pas fait à Minnesota, il le fera pas à New York, en fait. Tu vois, c'est terrible. Et encore, j'ai dit, ça fait 15 ans qu'il est en NBA, c'est pas vrai du tout, hein. Ça fait 15 ans qu'il est coach numéro 1, hein. Sinon, ça fait beaucoup plus longtemps qu'il est assistant, etc., etc. Donc, je peux pas croire une seconde que Thibodeau changera. En tout cas, là, il faut qu'on se prépare à voir Alec Burks jouer 30 minutes par match maintenant. Ouais. Chez Milton aussi, il va avoir un peu de temps de jeu, peut-être. Qui ça? Ouais, Milton. Ah oui, oui, bien sûr, oui, Shake Milton peut-être, je sais pas. Vu qu'il a sorti Alec Burks du frigo l'autre jour, dans le match 2, là, Burks, il a joué 1 ou 2 minutes. Je me dis, tiens, lui, probablement, quoi. Mais Milton, ouais, Milton, je suis pas sûr qu'il ait joué encore dans ses playoffs. Je crois Attends, qu'il a joué un tout petit peu. Attends, non, pas du tout. non? Ouais, non, pas du tout. Ouais. Bah Donc, écoute, ça faut un début. Faut donc un tu vois? début à tout. Donc c'est un peu chaud, quoi. Bref, on va terminer ce podcast avec Denver face à Minnesota. Les champions en titre n'ont plus le choix. Clairement, malmenés dans les 2 matchs joués à domicile, les Nuggets doivent absolument montrer un tout autre visage s'ils veulent éviter de se faire totalement humilier par une équipe des Wolves imperturbable et sûre de ses forces. Nommé MVP de la saison régulière, Nikola Jokic doit absolument guider les siens cette nuit dans le Game 3, où j'ai envie de te dire, Charlie, plus que le résultat final, en fait, quelque part, je m'en fiche que ça gagne ou que ça perde. Ils perdent, ok, ils perdent. Là, clairement, les Wolves ont l'air d'être clairement un cran au-dessus, quoi. Mais c'est l'attitude et la manière Oh oui. qui vont m'importer plus que toute autre chose. Après avoir perdu son sang-froid dans le Game 2 et risqué une suspension qui, franchement, aurait été méritée, à mon avis, Jamal Murray, c'est pas faux de dire qu'il passe totalement à côté de ses playoffs. Alors, le mec nous a fait un mirage avec ses 2 game winners face aux Lakers, certes, mais il est en train de faire une campagne de playoffs absolument atroce. Alors, il est blessé, j'ai bien saisi ça. Il avait été blessé en fin de saison régulière. Manifestement, il est pas dans son assiette depuis un bon moment, mais là, il passe vraiment, vraiment à côté. C'est vraiment dégueulasse ce qu'il nous propose dans ces playoffs pour le moment. Et voilà, et que dire d'autre que Denver a besoin de manière vitale de son jeu à 2 entre Jokic et Murray, parce que c'est ça qui débloque tout le reste. Tu avais pointé du doigt, je me souviens très bien de la conversation qu'on avait eue toi et moi, tu avais pointé du doigt le fait que le banc des Nuggets était probablement pas à la hauteur, et on va en parler un peu plus, mais c'est on ne peut plus vrai, et les Wolves viennent de mettre le tampon là-dessus. En face, tu as des Wolves qui montrent un visage, ils montrent le visage d'un favori en puissance en vrai. Avec une défense élite, une discipline de chaque instant, et cela inclut même Karl Anthony Towns. T'as l'impression que le gars il s'est fait greffer une puce Neuralink dans le cerveau depuis l'entame de ses playoffs. Tant il est sérieux et appliqué, et très franchement, j'en vois qui disent ouais, il faut faire des excuses à Karl Anthony Towns. Non, Karl Anthony Towns, c'est un joueur qui avait pour habitude de faire des fautes dans tous les sens, de perdre des ballons dans tous les sens, surtout quand il fallait pas, et de perdre son sang-froid la plupart du temps. C'est son histoire, et tant mieux, parce que là, signe de maturité, signe d'apprentissage, il est en train de nous faire des playoffs absolument redoutables, Karl Anthony Towns, et bravo à lui. Et puis enfin, tu as Anthony Edwards, 22 ans,
T'as l'impression qu'il a déjà réalisé le saut ultime, celui qui te fait passer du statut de star, de jeune espoir, à celui de superstar, capable de gérer ses efforts et d'élever non seulement son niveau de jeu dans les moments où il le faut, mais aussi de porter ses coéquipiers quand il décide de le faire. C'est assez rare d'être témoin d'un tel bond en avant comme celui qu'on est en train de voir faire Minnesota. Tous les éléments s'accordent, la chimie semble parfaite, les possibilités semblent infinies. Je ne vois aucune raison de douter sur le fait que ça s'arrête d'ici le mois de juin. Je suis peut-être prisonnier du moment, Charlie, mais franchement, là, ça fait 6 matchs consécutifs qui nous en mettent plein les mirettes. Je sais pas quoi dire. Bah oui, Magnifique, quoi. ouais, voilà, c'est le mot. Ils sont magnifiques. Cette équipe, elle est fascinante et je pense que même ceux qui croyaient le plus en ces Wolves avant les playoffs ne s'attendaient pas à avoir un tel visage hallucinant. Tu l'as dit, Anthony Edwards. Il faut parler de ce que ce mec-là fait à 22 piges. Des deux côtés du parquet, c'est un leader exemplaire. Il joue tellement juste, il met tellement d'envie. Franchement, il est incroyable et c'est un bonheur de voir jouer ce mec. Vraiment, c'est phénoménal. Karl Anthony Towns, tu l'as dit, il faut en parler aussi. Alors, il faut pas s'excuser parce que ce qu'on disait sur lui il y a quelques mois reste tout à fait vrai. Jusqu'à présent, c'était un problème. Là, effectivement, il faut noter qu'il y a une énorme évolution. Il fait les bons choix. Dans l'attitude, il est bien. Il fait des efforts défensifs. En attaque, il fait le boulot. Non seulement on l'a souvent critiqué, mais on a même souvent dit qu'il était un asset potentiel pour des trades pour améliorer cette équipe pour le moment. Sur ce qu'il montre sur ses playoffs, il montre qu'il peut être un lieutenant d'une très très grande qualité pour Anthony Edwards, qu'il est parfaitement fondu dans ce collectif, qu'il n'y a pas d'ego mal placé, il accepte son rôle et il le comprend, donc ça c'est génial. Chris Finch est remarquable, il s'affole jamais. Dans le premier match, même quand Denver était pas loin, on l'a jamais senti paniquer. Il a mis en place un plan défensif qui fonctionne extrêmement bien. Offensivement, ça marche aussi. Gobert, qui était absent sur le match 2 pour de très bonnes raisons, n'en déplaise aux haters, a été tellement important sur le match 1. Son apport dans le money time, notamment, a été primordial. Il y a une séquence où il prend son propre rebond offensif, il le convertit en panier, ensuite de l'autre côté du parquet, il intercepte le alley-oop de Jokic pour Gordon. Enfin, c'est une action qui est tellement importante, tellement clutch dans un moment qui est capital. Mais c'est surtout tellement intelligent de Bah sa part. oui, mais bien sûr. Et ce qui est fou, c'est que quand on apprend qu'il va être absent sur le match 2, tu peux te dire, attention, ça va être un souci. Il est tellement important dans la défense de cette équipe, de par sa taille, de par son intelligence, de par ses qualités physiques. Et quand tu vois la première mi-temps du match 2, mais attends, mais c'est un sketch. Les Nuggets, je crois qu'ils mettent 30, ouais, c'est ça, 35 points en première mi-temps, 20 dans le premier quart, 15 dans le deuxième. Il Mais y a t'avais rien l'impression de qui voir rentre. une équipe de National 3 jouer une équipe NBA, quoi. Oui, c'est ça, C'était n'importe quoi. les 80 Wolves. points, Charlie, ils ont marqué dans le match. Non, mais les C'est Wolves, une honte absolue. mais en fait, ce qui est fou, c'est à quel point les Wolves étaient prêts à jouer sans Gobert Hum. et à quel point ils se sont juste adaptés, mais genre vraiment, tu vois, comme si c'était, ouais, comme tu l'as dit, comme si en face, il y avait rien, en fait, quoi. C'est- J'ai En fait, écouté un podcast local de Denver qui disait que potentiellement les Nuggets ont été, comment dire, pris de court par l'absence de Gobert, d'avoir préparé tout le match avec Gobert dans l'équation, et le fait qu'il soit pas là, ça les a sortis de leur schéma tactique, quoi. ouais, bah écoute, Je dis ça, je dis ça, non, mais je dis c'est ça. possible. Non, non, mais c'est tout à fait possible, mais C'était un des arguments avancés dans ce podcast que j'ai trouvé. Enfin, je veux dire, y a- ce match 2, il n'y a aucun moyen que tu justifies quoi que ce soit de la en part fait, des Nuggets. C'était juste un paillasson et ils se sont fait marcher dessus, quoi, clairement. c'est ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Je trouve qu'il y a un vrai problème avec cette équipe. Je suis désolé, mais il montre tellement pas le visage d'une équipe championne en titre. Et je dis pas seulement ça par rapport au jeu déployé, l'attitude, la maîtrise de l'événement. Mmh. Aaron Gordon en a parlé en conférence de presse en disant qu'il fallait absolument qu'ils se reconcentrent sur eux-mêmes, etc. Enfin, là, c'est hyper violent ce début de série. Les Wolves, ils ont pas juste repris l'avantage du terrain, ils ont gagné les deux matchs, même si, en fait, ils se sont offert là le luxe de perdre le match 3 sans que ça pose aucun problème quelque part. Ils se sont mis dans une position qui est hallucinante. Et ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que on le découvre pas que cette équipe de Denver elle est moins profonde que la saison dernière, qu'elle a moins de marge. On sait très bien qu'ils ont voulu miser sur le développement de joueurs comme Christian Brown, Peyton Watson, etc., etc. Mais
Mais il y a plus que ça, vraiment. Il y a plus que ça, ouais. Il y a plus que ça. C'est le pétage de plomb de Jamal Murray, même celui de Michael Malone qui pète un câble sur l'arbitrage. Jokic qui a cette attitude dans le deuxième match où en fait dès le troisième quart-temps, t'as l'impression qu'il lâche l'affaire, quoi. Qu'il a conscience qu'il y a absolument rien à faire, enfin qu'ils sont pas prêts, qu'ils n'ont pas les armes pour lutter. Et, Ce qui est dingue en vrai, en fait, d'assister à ça. c'est d'autant plus dingue que on parle pas d'un joueur lambda. Jokic, Non. c'est le meilleur joueur de la ligue, c'est le game changer, c'est le mec qui domine depuis 4-5 ans. Il doit être exemplaire dans l'attitude. Il a pris 13 tirs, il a joué 38 minutes. Tu te rends compte? Il n'y avait pas Gobert. Il était défendu par Towns, Ouais, par Nasrid ou par Kyle Anderson. Il était incapable de faire quoi que ce soit, de peser sur rien du tout. c'est ça. Et pourtant, alors, tous les auditeurs du podcast savent à quel point on est fan de Nikola Jokic. C'est quand même très rare qu'on lui tape dessus, mais là, il mérite qu'on lui tape dessus. Il n'a pas le droit de se comporter comme ça. Et même, moi, j'ai lu des gens dire, ah oui, mais t'as vu comme les Wolves lui rentrent dedans, physiquement, c'est dur. Mais mais bordel, c'est le triple MVP, c'est le meilleur joueur de la ligue. Son statut veut qu'il soit défendu durement. Tous les plus grands joueurs de la ligue, ils ont vécu ça en playoff. Alors moi, je veux bien qu'on me dise il est arbitré plus durement que d'autres superstars de la ligue. Je peux l'entendre. Mais il n'a pas le droit de lâcher l'affaire. Il n'a pas le droit de renoncer. Pas dans le troisième quart-temps, pas aussi vite. Je veux dire, ok, c'est pas le seul. Ok, Jamal Murray en galère, mais il est touché au mollet. C'est dur pour lui. Jokic, vraiment, il doit être plus exemplaire que ça. En fait, Minnesota est bâti, est construit pour battre cette équipe de Denver. Oui. Elle est idéalement. Il n'y a pas, il y a pas deux équipes comme ça en NBA. Et Denver, d'habitude, appuie à l'intérieur, assoit sa domination au rebond et arrive à faire son jeu à deux, son pick and roll avec Jokic et Murray qui débloquent absolument tout autour d'eux. Sauf que Minnesota, ils sont ultra armés sur les lignes arrière. Et ça, on le voit bien. Jaden McDaniels, Nickel Alexander Walker, qui est absolument un bijou ultime. Ouais. Ce duo est une terreur défensive absolue. Anthony Edwards. En fait, tout le problème de Denver commence sur le périmètre. Et Minnesota met en avant le fait que les Nuggets n'ont pas de ball handler, n'ont pas de gars qui sont capables de dribbler correctement, à part Jamal Murray. Ils ont essayé de faire remonter le ballon avec Aaron Gordon, avec des résultats plus que douteux. Jokic a beaucoup remonté la balle. Le problème, c'est qu'il s'épuise à faire ça. Et si tu regardes la plupart des sets offensifs des Nuggets, il commence à jouer à quel moment? Il reste. Quand il commence enfin à être un peu posé et à se dire bon, alors maintenant on fait quoi? Il reste 8 secondes à jouer. Exactement. Ouais, c'est ça. Et Il en n'y a fait, pas le mec qui tu peut peux leur pas permettre. jouer comme ça. Non, il n'y a Tu pas le peux mec pas qui jouer leur comme ça. permet de changer de rythme. Et on voit une équipe de Denver transfigurée qu'on n'a jamais vue auparavant. C'est-à-dire une équipe où Jokic, je n'ai jamais vu Jokic être pressé par une défense. Le gars est toujours là, il fait ses trucs, tu vois les défenseurs qui s'excitent autour de lui, lui il est là, ok vas-y, ah vous faites ça, ok je vais faire ça, attends, ah tiens la passe elle est là, hop je vais mettre le ballon là, mec tranquille, force tranquille, il n'y a pas de problème. Là contre Minnesota, lui et tous les autres, hein, ils sont en panique Ouais. totale. Ils sont là, putain mais qu'est-ce qu'on fait? Oh merde, oh non, En fait, on a l'impression qu'ils sont asphyxiés. Tu vois. ah mais ils peuvent pas faire de passe, ils peuvent pas bouger, ils peuvent pas se déplacer sur le terrain sans. Et tu regardes. Non mais en fait c'est irréel ce à quoi on assiste. Faut bien avoir conscience de ça. C'est pas normal ce qu'on est en train de voir de la part des Wolves. Les rotations défensives de Minnesota, la précision, la force, la vitesse de déplacement des joueurs, c'est n'importe quoi. Mais Dire honnêtement, la discipline de cette équipe défensivement, j'ai quasiment jamais vu ça de ma vie, quoi. voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, le deuxième match, pour moi, c'est une prestation défensive comme j'en ai vu extrêmement peu dans ma vie. La dernière fois où j'étais à ce point surpris et totalement décontenancé par ce que je voyais dans un duel comme ça, défense-attaque, je pense que c'était potentiellement les finales 2004 entre les Lakers et les Pistons, où les Lakers, dès le premier match, je me demande si c'est le premier ou le deuxième match où Kobe marque un game winner, et c'est le seul match que les Lakers vont gagner dans ce match. Et dès le début de la série, tu te dis, mais attends, alors ouais, alors Karl Malone, je me souviens, était un peu blessé, tout ça, donc ça a beaucoup joué.
Mais j'avais jamais vu les Lakers à ce point incapables de faire quoi que ce soit. Et dès le départ, les Pistons avaient clairement indiqué que ben, ça allait pas du tout se passer comme ça. Et j'avais jamais vu Shaquille O'Neal se faire croquer, parce que là, il peut faire le malin à dire ouais, je suis genre le plus dominant, tout ça. Dans ces finales-là, face à Ben Wallace, il en menait pas large. Hein. Et j'ai jamais vu aucun pivot tenir la dragée haute à Shaquille O'Neal sur un terrain depuis lors. Enfin, à part ce moment-là, probablement. Duncan peut-être un peu à certains moments, mais franchement, là, ce qui se passe, c'est rarissime. C'est plus que rarissime. En fait, C'est fou. c'est une telle. En fait, ce qui est aussi rare, parce qu'on en a vu des équipes extrêmement fortes défensivement, capables d'imposer des séquences irrespirables aux adversaires. Là, on parle pas de séquences. Là, Oui, on on est parle de match entier. ouais, Et ça fait 6 matchs que ça dure. exactement. Et, 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 et je sais pas, en fait, ce qui est dingue, c'est que cette équipe est arrivée en playoff avec la meilleure défense de toute la ligue, et pas un peu, beaucoup. C'était de la meilleure défense de loin de toute la ligue. Ouais. Et là, depuis le début des playoffs, ils ont en plus la meilleure attaque. Donc, non seulement offensivement, tu sais pas comment les arrêter parce que Edwards, il est absolument inarrêtable, et Denver a compris très rapidement qu'ils avaient personne pour arrêter ce gars-là. C'est peut-être Christian Brown qui est le plus adapté, mais ils peuvent pas mettre Christian Brown dans le 5, c'est pas possible. Et KCP, il peut rien faire. Aussi fort soit-il défensivement, il peut rien faire. Aaron Gordon, il est pas assez rapide. Ils peuvent rien faire contre ce mec-là. Et en fait, Edwards, il leur met la misère à chaque fois. Et quand Karl Anthony Towns met ses tirs de loin, ce qu'il fait, et que, je vais dire, c'est injouable. Et derrière, voilà, t'as Jaden McDaniels. Nickel Alexander Walker, je tiens à rappeler qu'il était dans le transfert qui a fait venir Mike Conley de Utah à Minnesota. Donc, grosso modo, c'était presque une pièce rapportée pour matcher les salaires. Quand tu re-regardes ce transfert, c'est un coup de génie. De génie. C'est absolument génial d'avoir ramené ce gars-là, quoi. Et oui, bah, Et c'est un ouais, coup de je sais génie pas. d'un génie, hein. C'est Oui, Monsieur Pagnoli. on peut en parler. On peut en parler. Enfin, je veux dire, l'architecte des Nuggets qui, en 2022, se barre aux Wolves. J'ai tellement hâte de voir Minnesota gagner le titre pour que tous les mecs qui se la ramènent sur Rudy Gobert n'aient plus rien à dire tout d'un coup. Et Tim Connelly, je sais pas, ça fait quoi de ce mec-là si Minnesota va au bout? Ça fait quoi de ce type-là? Bah, un génie, hein. Tu vois, enfin, ce que tu veux dire, c'est aujourd'hui, Non, il y a pas c'est meilleur que complètement lui. dingue. J'ai vu que Détroit essayait de le débaucher pour essayer de le faire venir chez eux. Tu m'étonnes. Le monde Combien entier t'offres devrait essayer de le Combien débaucher. t'offres à un mec comme ça? Je veux dire, c'est très drôle. Je trouve ça extrêmement plaisant de voir tous les gens qui ont critiqué ce transfert à l'époque sans comprendre ce qu'il était en train de faire et de voir tout ça porter ses fruits et tout le monde qui est emballé par le machin et tout le monde qui est obligé de dire aujourd'hui arrête, dis donc on a tous dit que c'était le pire transfert de l'histoire. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai pu dire à propos de ce transfert, mais je pense pas l'avoir démonté en flèche du tout. Mais je sais pas, je réécouterai les bandes, écoute. Non, non, mais c'est clair que c'est très très fort. Puis même le choix de continuer à miser sur cet effectif cette saison, alors que beaucoup pensaient qu'il fallait faire des changements l'été dernier et tout, c'est hyper impressionnant. Et puis il y a Chris Finch, quoi. Moi, je suis désolé, mais Chris Mais Finch, c'est complètement. putain, mais quel génie! Parce que Mais au premier tour, tout le monde disait ouais, mais euh, Phoenix, ils ont pas de jeu d'attaque, c'est facile de défendre sur une équipe qui fait que de l'ISO, etc., etc. Là, on est en train de parler de toute autre chose. Là, les Nuggets, c'est une équipe qui attaque de manière beaucoup plus cohérente. C'est une équipe qui a un 5 majeur qui est ultra dominant sur toute la régulière. Et puis surtout, en fait, c'est deux équipes qui n'ont rien à voir offensivement. C'est-à-dire que Finch, en fait, tu peux lui présenter n'importe quel type d'attaque en face de lui, il va trouver des solutions pour mettre en place une défense collective extrêmement convaincante. Alors mmh, oui, c'est parce qu'il a le matériel pour, oui, mais c'est aussi pour ses choix. Et franchement, j'ai grand respect. Cette équipe des Wolves, elle est magnifique. Et honnêtement, j'espère que t'as dit j'ai hâte que les Wolves gagnent le titre. Bah, j'espère que ça va arriver parce que franchement, ce serait un bonheur. très honnêtement, s'ils se sortent de Denver, et je vois pas bien comment ça va se passer. Alors, je
j'ai tellement d'amour pour Jokic et pour les Nuggets. J'ai eu le cœur brisé de voir ces 2 défaites, clairement. Mais face à un adversaire où il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat. Non. Perdre ce 2e match, c'était vraiment inadmissible. À tous les niveaux. La manière rend la chose inadmissible. Voilà, la manière, l'attitude, tout. Denver ne méritait absolument pas de gagner aucun de ces 2 matchs. Et soit ils réagissent, et on a déjà vu ça en NBA, il y a des équipes qui ont su relever la tête et changer totalement le cours d'une série, et ça peut tout à fait arriver, j'en doute pas une seconde. J'ai vu cette équipe de Denver remonter 2 fois un déficit de 3-1 dans la même campagne de playoff en 2020 dans la bulle, face à Utah et Rudy Gobert, et face aux Clippers la série juste d'après. Donc écoute, j'ai une grande confiance dans le fait que les Nuggets ont cette capacité. Ça existe, c'est en eux. S'il y a une équipe qui peut le faire, c'est bien eux. Voir cette équipe descendre, tomber de son niveau à ce point, j'ai pas vraiment de souvenir d'une telle chute en fait. Ouais, mais voilà. T'y crois ou pas? Non, là tout de suite, non. Tout va dépendre du match 3, j'ai envie de te dire. Mais là, en fait, tout de suite, non, je pense qu'ils sont détruits mentalement. Mais même, je pense qu'en fait, ils ont pas les armes. Exactement. En fait, ils ont tellement pas les armes, parce que la saison de Nuggets, elle repose tellement sur le 5 majeur. Tu vois, comment tu fais le jour où ce 5 majeur, il domine plus? Et c'est ce qui se passe là. Et je vois pas comment du jour au lendemain, ils vont retrouver, ou ils vont trouver les armes. Alors, Michael Malone va peut-être trouver des ajustements, c'est pas impossible, mais il a pas assez de matériel pour moi pour changer le destin de cette série. Pas du tout, il a pas les armes. À moins d'essayer de tenter des trucs fous. Et Malone, c'est pas un stratège, c'est pas un super stratège. C'est un bon meneur d'hommes, mais c'est pas un super stratège. C'est pas Eric Spoelstra. Et voilà. Et à la limite, après, toi, les Nuggets, ils payent aussi la stratégie de Calvin Booth de dire je vais pas recruter un quelconque vétéran pour greffer sur cette équipe. Il l'a confié aussi The Ringer à Kevin O'Connor au début de la saison. Il a dit je sais que je prends le risque de ne pas faire le back-to-back. Mon objectif, c'est de gagner 3 titres sur les 5 prochaines années. Ok, mec, si tu te fais sortir par un sweep absolument colossal face à Minnesota, il y a un moment, il va falloir que tu te regardes dans la glace et que tu te dises, ok, peut-être que je suis en train de gâcher une fenêtre de tir. Jokic, il a 29 ans, il n'en a pas 27, quoi. Ouais. Il y a un moment, il faut que tu exploites aussi la fenêtre qui est la fenêtre de tir qui est devant toi. Et on sait très bien en NBA, si tu as une fenêtre, elle est peut-être ouverte pendant 3-4 ans, vas-y, mais ça peut se refermer excessivement vite. Et Jamal Murray, quand tu vois quand même son historique en carrière, de pépins physiques, de blessures, qui arrivent jamais au bon moment, bon, ben voilà quoi. Mais même Jokic, parce que franchement, Jokic, je suis désolé, mais il a l'air épuisé en fait. Ah mais ils ont tous l'air absolument au bout du rouleau. Moi, Jokic, tu vois, je serais pas choqué qu'à un moment il aille voir son front office et qu'il leur dise développer les jeunes, c'est bien gentil, mais ne pas nous cramer, ce serait encore mieux quand même quoi. Et c'est vrai que ouais, là en l'état, à la limite, si Jamal Murray, tu vois, était à 100%, s'il avait un peu cette capacité à accélérer le jeu, à changer le rythme quand de temps en temps, tu vois, j'aurais moins de mal à envisager que les Nuggets se relèvent la tête. Mais là, pour moi, alors, je crois pas du tout à un sweep, parce que je pense quand même que cette équipe, j'ose espérer que cette équipe, elle a un peu d'ego, qu'elle va pas accepter de subir comme elle a subi sur le match 2, mais je vois pas du tout à quel moment ils ont les armes pour inverser la tendance dans la série. En fait, je m'en fiche un peu maintenant s'ils sont sweepés ou pas sweepés. Je veux dire, pour moi, c'est plus le débat. Pour moi, c'est important quand même. Oui, ouais, d'accord. L'image de Jokic, tu vois, c'est quand même un joueur qui est très critiqué. Bien sûr, c'est arrivé. Je veux dire, les Lakers en 2011, ils se font sweeper par Dallas au premier tour, au deuxième tour, alors qu'ils sont champions en titre. Oui, mais ça n'aura pas le même retentissement pour Kobe. Et l'élimination était dégueulasse, bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Mais Jokic, ça remet en question plein de choses. Son statut dans l'histoire. Après, c'est pareil. Il est encore en train d'écrire sa carrière et tout ça. Évidemment. Il faudra laisser le temps à Jokic de finir tranquillement ce qu'il a à faire. Et puis, on verra ce que ça donnera. Mais là, en tout cas,
les Nuggets ont en face d'eux un adversaire absolument redoutable et leur réaction n'est pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre, Non, c'est clairement. ça. En fait, moi, ce que j'attends là aujourd'hui des Nuggets, c'est qu'ils sortent avec la tête haute, quoi. Oui, voilà, au moins montrer une fierté, tu vois. Exactement. Un peu plus de fierté, un peu plus d'ego, et pas un ego mal placé, et pas être toujours à chouiner après les arbitres en disant ah il y a une faute. Eh, tu te Non, tais, ouais, un ego de champion, quoi. tu regardes comment ça siffle pas, ok, tu joues et puis tu essaies de trouver des solutions. Et pour l'instant, c'est pas ça qu'on a vu. Non. Comme je te dis, est-ce que j'y crois? Bon, bah, très très moyennement, clairement pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, la tendance, elle est pas du tout. Je crois à fond aux Nuggets, clairement. Mais s'il y a une équipe qui peut le faire, potentiellement, c'est eux, quoi. Encore faut-il qu'ils trouvent un moyen de développer leur jeu. Déjà, qu'ils puissent jouer au basket. Et depuis 2 matchs, ils jouent pas Denver. Ah, mais pour moi, le plus important, c'est même pas qu'ils jouent au basket, hein. Pour moi, le plus important, c'est qu'ils redescendent sur terre, hein, parce que Jamal Murray, déjà, il faut bien qu'il ait conscience du fait que le fait de pouvoir fouler le parquet sur le match 3, c'est une chance Mais énorme. c'est n'importe quoi. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui auraient été suspendus à sa place. Il a la chance de ne pas l'être. Donc, comprenez bien que là, le coup près est passé très, 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 très proche, là. Reconcentrez-vous, les gars. Montrez une autre attitude. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut demander. Enfin, moi, c'est tout ce que je demande, en tout cas. Hmm. Et puis, on va terminer là-dessus. Moi, je voudrais juste, et je te laisse quartier libre pour dire ce que tu veux après. Mais moi, je voudrais juste pointer du doigt le Jaden McDaniel. C'est un joueur je sais plus quand est-ce qu'on avait parlé, toi et moi, de lui. Je crois que c'est avec toi que j'avais parlé de ça. En tout cas, dans le podcast, j'avais jamais mis l'accent sur Jaden McDaniel il y a quelques temps de ça. Je sais pas si c'était cette saison ou la saison dernière, en disant ce joueur, il est vraiment en train de devenir un joueur qui a une énorme influence sur les résultats de son équipe. Et franchement, quand tu le vois dans ces playoffs là, je sais pas quelle est la marge de manœuvre de ce type. Il est pas vieux, hein, Jen Ah McDaniels. non, il a 23 ans. Ouais, un truc comme ça. J'ai- Son impact sur les rencontres sans scorer, si tu, enfin, pareil, tu vois, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure pour Kyrie. Tu regardes ses box scores à Jen McDaniels, 1 sur 7 ou je sais pas quoi, tu te dis, ah là, là, le mec, il fait rien en fait. Son influence défensive, ce qu'il est capable de proposer et les capacités qu'il donne à cette équipe de pouvoir jouer différents line-up, de s'adapter à toutes sortes d'adversaires. C'est pour ça que je pense que si Minnesota sort de là, ça devient clairement mes favoris parce que ils sont capables de s'adapter à tout le monde et de poser problème à tout le monde avec leur taille et le physique, enfin leur domination physique sur la quasi-totalité des adversaires qu'ils vont rencontrer après coup, quoi. Et que ça soit Dallas, OKC ou Boston, je vois même pas comment ces équipes-là vont exister face aux Wolves. Je sais pas pourquoi, Ouais. j'ai du mal à l'imaginer, quoi. Bah, en fait, ce qui est clair, c'est que ces Wolves donnent vraiment l'impression d'être. Il y a une classe d'écart avec absolument toutes les autres équipes sur l'intensité. Exact. Et c'est un élément qui est extrêmement important en playoff. Ça peut paraître banal de dire ça, ça peut paraître hyper basique. C'est clair que c'est pas très technique. Hein. Il y a pas de tableau noir là, il y a pas de, on parle pas système et tout, mais cette équipe-là, elle est, et c'est aussi ça qui fait tellement mal à Denver. Quand on dit que Jokic a l'air d'être complètement asphyxié, c'est pas anodin du tout en fait, parce que ce mec-là normalement n'est jamais asphyxié. Il arrive toujours à se mettre dans des situations où il arrive à respirer, où il arrive à trouver des solutions, où il arrive à trouver. Là, il y a rien à faire. Et c'est clair que aujourd'hui, sur ce qu'on voit de ces playoffs, bah les Wolves, c'est l'équipe la plus convaincante. Point. Ouais, mais pour suivre la NBA depuis un certain bout de temps maintenant, putain, ça fait depuis 80, 93, 80, ouais, 80, ouais, 93 que je suis régulièrement tout ça. Jalen McDaniels n'était même pas né. Ça, c'est dur pour moi de pas voir cette équipe en me disant là voilà il y a un alignement des planètes comme on dit l'expression favorite de ce podcast. Il y a un alignement des planètes qui est évident à mes yeux, quoi. Bah, en fait, aujourd'hui, si on Et le doit. fait que Edwards soit à ce point fort et qu'il ait à ce point compris ce qu'il fallait qu'il fasse, qu'il a à ce point compris le rôle qu'il doit avoir pour permettre à cette équipe de devenir ce qu'elle peut devenir, c'est totalement fou dans ma tête en fait. J'ai du mal à imaginer que c'est possible.
Il est trop jeune pour faire ça. Il est beaucoup trop jeune. Il devrait pas avoir compris tout ce qu'il est en train de comprendre maintenant, là. Tout à fait. Et il fait ça à vitesse grand V et je sais pas comment c'est possible, en fait. Et en plus, il a une espèce d'attitude hyper cool où il détend l'atmosphère pour tout le monde. Je veux dire, il diffuse une espèce de sérénité, mais qui est incroyable, qui se transmet à tout le monde. Et cette équipe, bizarrement, c'est une parfaite combinaison entre l'expérience avec un gars comme Conley, qui est un général sur le terrain absolument génialissime, Gobert, qui a plus rien à prouver en tant que défenseur sur un terrain de basket, et qui, pareil, tu sens qu'il a la dalle absolue pour aller jusqu'au bout. Karl Anthony Towns, qui est en train de faire mentir ses détracteurs, et tu vois que ça lui fait plaisir, et je suis ravi pour lui. Franchement, c'est génial. Naz Reid, qui est un mec sur qui personne n'a compté, pareil pour Nickel Alexander Walker, Jaden McDaniels, qui a posé un billet sur ce mec-là à la base dans son entrée dans la ligue? Pas beaucoup de monde, à mon avis. Donc je sais pas, cette équipe, je sais pas, il y a tout qui correspond, il y a tout qui colle, il y a ça, c'est. Et tout à l'heure, on parlait des comment dire, des liens avec Denver. Chris Finch a été assistant coach de cette équipe pendant la saison rookie, je crois, de Jokic, ou sa deuxième année. C'était de la saison 2016-2017. Là, le coach, là, Mika Nori, qui est l'assistant qui remplace un peu, qui remplace Chris Finch, qui peut plus se lever à cause de son genou, a été assistant également à Denver. Il a géré Nikola Jokic quand il avait fait sa Summer League, je me souviens. Enfin bref, ils connaissent Denver sur le bout des ongles. Ils savent exactement comment défoncer cette équipe, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Et oui, effectivement, tu l'as dit, cette équipe, elle montre tous les éléments d'un futur champion. La seule question qu'on peut se poser, et d'ailleurs qu'on s'est posé toi et moi quand on en a parlé, c'est comment est-ce que cette équipe réagit si demain elle est en finale, en fait. Est-ce que t'as toujours la même sérénité? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où quand même les mecs vont se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'on fout là, en fait? Enfin, comment c'est possible que ça soit aussi simple, même, quelque part? Oui, aussi soudain. Que Anthony Edwards se dise attends, mais en fait moi j'ai que 22 ans, et qu'est-ce qui se passe là? Mais en même temps, quand on les voit sur le parquet, moi j'arrive pas à les imaginer tout à coup perdre leurs moyens, en fait. Cette équipe, elle a trop de certitude. Et on parle d'une franchise qui est maudite. Enfin, je veux dire, quand tu vois l'histoire de cette franchise, c'est les larmes, quoi. C'est que de la gestion pourrave, des décisions nulles, des general managers qui savaient pas quoi faire. David Kahn, clin d'œil, big up, qui est en France maintenant d'ailleurs, c'est drôle. Enfin, je veux dire, c'est d'une tristesse sans nom, quoi. Et tout d'un coup, cette équipe a l'air totalement irrésistible. Et c'est absolument, c'est du jamais. Enfin, ouais. Franchement, l'histoire est incroyable, quoi. Ouais. Incroyable. Et voilà, j'ai tout à fait conscience que potentiellement, voilà, la question, Charlie, on va terminer là-dessus. La question, c'est ça pour moi. Et tu vas me dire si tu es d'accord ou pas. C'est à quel point ils vont être capables de maintenir ça jusqu'au bout. Voilà. Si ils sont capables de maintenir ce niveau d'intensité, d'application, de discipline jusqu'à la fin, pour moi, j'ai aucun doute dans ma tête que ça va au bout. Moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'ils y arrivent, parce que, en fait, là, on n'est pas en train de parler d'éléments fluctuants. On n'est pas en train de parler d'adresse, par exemple, tu vois. On n'est pas en train de parler, c'est pas des concours de circonstances qui se passent là. On n'est pas du tout en train de dire, ah, mais attends, cette équipe en régulière, elle shootait à, je sais pas moi, 30%, et là, tout à coup, ils sont à 50%, machin. Non, c'est pas ça. Là, on est ils en sont train pas de parler sujets à cette variance-là, ouais. Exactement. On est en train de parler d'une équipe qui se repose sur ce qui a toujours été sa force. Exactement. Il n'y a pas de raison pour que ça change. C'est dingue. Tu te rends compte, franchement, s'ils sont titrés, les Wolves, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Et par contre, tu penses que Adam Silver, il le vivrait bien de vivre un titre des Wolves, lui qui a déjà vécu un titre des Bucks? Tu rigoles avec Anthony Edwards. Mais le ouais, mec, c'est quand même mais attends, mais tu rigoles. C'est 2 des 5 plus petits marchés de la ligue quand même. Hein. Mais Edwards, c'est le gars, s'il est pas bête, c'est très bien qu'Anthony Edwards, c'est la machine à sous incarnée, quoi. Ça c'est clair, pour le marché américain, mais c'est le Messi pour Adam Silver. Oh, il est tellement incroyable. Parce qu'ils ont beau essayer de trouver le gars qui va prendre le flambeau de LeBron, pour l'instant ils cherchent encore. Hein, et c'est pas Jason Tatum, c'est pas
Je pense pas que ça soit dans l'ADN de Shai Gilgeous-Alexander. Enfin, ils essayent de nous vendre plein de joueurs, mais Edwards, le mec, il sent, c'est sûr. Et moi, ce que j'ai, moi, ce qui me ferait le plus plaisir de tout, c'est de voir Rudy Gobert Oh là là. Oh là là. partir de là avec une bague. Mais mon gars, ce serait magnifique. Depuis tout ce temps qu'on prend sa défense dans ce podcast, mais je serais ravi. Ah, ce serait incroyable. Enfin, franchement, pareil, je pense que je fais la fête pendant 3 jours d'affilée si ça arrive. Ah, mais je vais verser ma larme s'il gagne son titre. Parce que s'il y a un mec qui mérite, c'est bien ce type, quoi. Ce gars est un des bijoux du sport français. Et voilà, comme on le dit toujours, je ne saisirai jamais pourquoi les gens ne le considèrent pas comme tel. Incompréhensible. Ça me dépasse totalement. Et ouais, c'est incompréhensible. Mais même là, tu vois, il a été élu meilleur défenseur de la saison. Mais comment c'est possible qu'on n'en parle pas plus? Le mec, il écrit l'histoire. Il écrit l'histoire d'une des plus grandes ligues sportives du monde. On continue de dire que ce mec-là, c'est une fraude, qui sait pas... Mais oui, il a des points faibles, mais comme tout le monde, mais regardez ce qu'il sait faire plutôt que de vous concentrer sur ce qu'il fait pas bien. C'est clair. C'est n'importe quoi. C'est clair. Charlie, merci. Bah écoute, merci à toi. C'était un plaisir. Ouais, faut qu'on arrête, ça fait 1h30. C'était sûr qu'on allait parler de Minnesota et Denver. C'était sûr qu'on allait faire non là-dessus. J'avais tellement hâte de t'en parler, la vache. C'était cool. C'était vraiment cool. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez pris du plaisir, vous aussi. Voilà, profitez de ce week-end dingue en termes de playoffs parce que voilà, il y a de moins en moins de matchs. Hein. Pensez bien que dans quelques temps, on va tous pleurer parce qu'on n'aura plus de matchs NBA. Donc, faut profiter à fond. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Hein. Je vous avais parlé d'un potentiel deuxième numéro en semaine, mais pour l'instant, c'est un peu trop chaud avec nos agendas respectifs. Trop de travail, voilà, donc voilà, faut bien bosser. Donc on essaiera de faire ça à un moment ou un autre, on verra peut-être pour les finales, on verra ça. Passez un excellent week-end, une bonne semaine, et à la semaine prochaine.